donc voilà. Programme du jour, les gars. Récap de l'étape de Chalon, gagnée par Dylan Groenewegen. Ensuite, on va parler de Thibaut Pinot, parce que voilà, cette forme commence à sentir très bon. Alors, comment agir dans les prochains jours pour gagner le Tour de France, tout simplement? On voit grand pour lui. Preview de l'étape du jour, 200 km pour aller à Saint-Etienne. Énormément de choses à dire là-dessus. Et ensuite, on fera la chatroom, ce sera votre moment, ça c'est toujours un moment très cool. Rétro-chronique du vélo, aujourd'hui c'est sur Bernard Hinault. Bernard Hinault. En 1985. Voilà. Son dernier tour. Son avant-dernier tour. Avant-dernier tour gagné, donc c'était en 1985. Le dernier gagné et l'avant-dernier tour de sa carrière. Voilà, exactement ce que je voulais dire. Le dernier gagné avec une très belle histoire avec Greg LeMond notamment. Alors qu'il aurait pu gagner le dernier tour de sa carrière qui était en 86 du coup. Les pieds dans le plat. C'est une autre histoire. C'est une autre On en histoire. parlera. Exactement, on en parlera. Et on terminera évidemment l'émission avec un grand quiz parce qu'on va essayer d'être à la hauteur. Hier, j'avoue que Il y a beaucoup Polo, il y avait deux clients. Hein. Il y avait deux clients. Je savais que si je l'ai lancé sur la partie un peu histoire du vélo, j'allais pas être déçu. Et ben, c'est vrai. Et il y a quel niveau dans le chat qui te parle de TJ Van Garderen. Hein. Mais je vous expliquerai pourquoi je ne suis pas venu en noir. De toute manière, mon cher TJ aujourd'hui est au chaud. On va parler de lui, je l'espère bien. On commence donc comme prévu par le récap de la dernière étape du Tour de France. C'est parti. Cette première étape du Tour de France, du coup, a été remportée. Cette 7e étape du Tour de France a été remportée par Dylan Groenewegen au sprint à Chalon-sur-Saône. On va découvrir en tableau ce classement de cette étape. Elle a été gagnée donc devant Caleb Ewan, les gars. Grosse perf, Polo de Dylan Groenewegen. Ça y est, il l'a. Et franchement, la grosse cuisse là pour aller la chercher avec cette petite montée. Bah ouais, sprint classique, sprint d'homme fort. Et en fait, la vraie question avec Dylan Groenewegen, c'est pas de savoir s'il est plus rapide que les autres. Parce que je pense que, notamment par rapport à des Ewan ou des Sagan, là, notamment quand on voit ce podium, il est plus rapide qu'eux en sprint pur. La question, c'était de savoir si finalement il avait eu le temps de bien se remettre de sa chute, d'être revenu à 100%. Ben voilà, la réponse, il nous l'a donnée. Il était à 100%, il a remporté la victoire. Et je pense qu'un Dylan Groenewegen à 100% va être très difficile à battre sur les sprints massifs sur ce Tour de France. On l'a déjà dit au début. À mon avis, ça va pas changer, ça c'est sûr. Robin. Ouais, Polo dans le synthé, là, on le voit plus, mais il a écrit Groenewegen remet les pendules à l'heure. Pour moi, c'est exactement ça. C'est le sprinter numéro 1 de ce Tour de France. Il y a eu la chute à Bruxelles, il y a eu le sprint de Nancy où il était malgré tout, je pense, encore un peu tracassé. C'est pas facile de se remettre dans un emballage final 3 jours après avoir chuté. Mais voilà, là, il a retrouvé les jambes. Il lance son sprint de loin quand même. Il le lance de derrière Sagan, de derrière Viviani, de derrière Ewan aussi, je crois. Il est 4e quand il lance son sprint. C'est loin et pourtant, il remonte tout le monde. Et alors, Ewan revient bien sur la fin, mais Groenewegen était clairement le plus fort. Et il l'avait déjà montré pour moi un peu à Nancy, où il avait quand même été soit un peu mal amené, soit lui avait eu du mal à prendre les roues. Mais en partant de loin, il était déjà venu faire une belle place. Donc là, voilà, cette fois-ci, il a pas pris beaucoup de risques au moment de prendre les roues. Il est resté un petit peu en retrait par rapport à ses adversaires directs, mais il était tellement une jambe au-dessus que ça a suffi. Beaucoup de choses à dire sur ce sprint. La deuxième chose, hormis la victoire de Groenewegen, Polo, c'est c'est Caleb Ewan, troisième, deuxième. Il se rapproche, mais il manque quand même un tout petit truc pour aller chercher une victoire. Bah, c'était mon prono hier, je le sentais bien, comme tu l'as dit, il est quand même sur une bonne dynamique sur ce Tour de France, toujours placé, jamais vainqueur. Je pense que pour Caleb Ewan, ça va payer un peu à l'image de son Giro, où pareil, il a beaucoup tourné autour avant d'en claquer une. Hier, j'ai vraiment cru qu'il allait gagner. Hein. J'étais surtout concentré sur lui parce que c'était mon prono. J'avais pas trop vu Dylan Groenewegen le sauter sur une, puis ça se joue à rien au final. Tu sais, ça se joue à même pas un boyau. Donc, il lui manque vraiment très peu et j'espère que ça va payer pour lui. Mais il est tout prêt. Et... Il va pas rester non plus 1000 opportunités. Hein. Ouais, mais il en aura. Et puis, comment Groenewegen va passer la montagne ? C'est ça, il est en forme. Après, mine de rien, on commence à se dire qu'un peu à l'image d'un Arnaud Démare ou quoi que ce soit, il aura besoin de belles circonstances de course. Et peut-être qu'il aurait dû en profiter, notamment sur les étapes où Groenewegen n'était pas à 100%.
Il y en a un qu'on voit pas, c'est Elia Viviani. Elia Viviani qui lui a souffert d'une crevaison lente. C'est vrai qu'on l'a vu dégringoler. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que c'est en montée? Non, en fait, il a crevé. On a eu l'explication après, ouais, mais sur le moment, je me suis dit, Viviani, il peut pas être mieux emmené que ce qui a été fait, parce que Morkov et Riquezé, il le dépose, mais vraiment, j'ai l'impression que déjà Riquezé, il aurait pu faire le sprint, parce qu'il prend le relais à 250 mètres. Hein. Et donc, franchement, pour Viviani, ça pouvait pas être mieux. Et quand je le vois se rasseoir direct au bout de 30-40 mètres de sprint, je me dis, ah oui, vraiment, là, on nous a menti sur la forme de Viviani. Finalement, voilà, il y a une explication rationnelle à ça, c'est une crevaison lente. Ça doit être une déception pour lui. Après, bon, la vérité, il a déjà gagné son étape. Et il aurait sûrement bataillé avec Groenewegen. On va pas spéculer sur ce que ça aurait donné. Mais je pense que Viviani, le fait d'avoir eu son étape, déjà, il aborde peut-être plus les sprints de la même façon désormais. Et il y en a un qu'on n'a pas vu dans ce sprint-là, et vous demandiez pourquoi tout à l'heure dans le chat, c'est Christophe Laporte. Et Christophe Laporte, en fait, il était malade. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les Rois de la pédale hier sur Eurosport, tout simplement, Pierre-Luc Perrichon disait qu'ils ont, pendant toute l'étape, essayé de le convaincre de ne pas faire ce sprint. Parce que voilà, c'était un espèce de couloir. Et quand on est malade, quand on n'est pas lucide, Polo, c'est vrai que c'est dangereux en fait de faire ces sprints-là, tout simplement. Donc du coup, ils ont réussi à le convaincre de ne pas le faire. Ouais, c'est dangereux, mais d'un autre côté, pourquoi tu es sur le tour? Je veux bien qu'il soit malade et que c'est compliqué, mais dans ce cas-là, lui, il voulait le faire en tout cas. Voilà, moi je préfère cet état d'esprit-là. Alors peut-être qu'après c'est dangereux, mais peut-être que s'il le fait, il aurait pu peut-être aller chercher une bonne place. On ne sait pas quelle influence ça avait sur ses jambes. On ne sait pas quel type de maladie il a aussi. Oui, forcément malade, de toute façon, il n'allait pas aller gagner. Oui, mais c'est Christophe Laporte et on attend de Christophe Laporte qui participe au sprint. Ça fait déjà plusieurs sprints auxquels il ne participe pas pour X ou Y raison. Il a fait une belle 5e place, je crois, à l'étape où Viviani gagne. Mais mine de rien, c'est pour l'instant très décevant pour Christophe Laporte. Et comme tu l'as dit, Robin, les occasions, elles vont pas être multiples. Si à chaque fois il y a une excuse, bonne ou mauvaise, là encore, j'ai pas toutes les infos là-dessus. Et ça commence, le temps défile en fait sur ce tour. On voit au Barco Johan Ofredo. Pourquoi? Parce que Johan Ofredo et Stéphane Rossetto derrière lui ont pris l'échappée du jour. C'est simple, ils sont partis au kilomètre 0. Il y avait 230 bornes. Ils en ont fait quasiment 220 ensemble. Sacré numéro, Robin. Il faut les féliciter malgré le fait que voilà, ça va pas au bout. Mais c'est la 3e fois qu'il prend une échappée, Johan Ofredo. Ouais, et puis ils sont partis entre potes. Ils se sont fait une petite sortie, pas d'entraînement, parce que c'était un peu plus coriace qu'un entraînement. Mais voilà, ils ont roulé entre potes pendant une bonne partie de la journée devant. J'ai un petit regret quand même de ne pas avoir plus de mecs partir dans l'échappée. On sait que sur ces étapes-là, lui-même le dit, hein, il y a une décla qui est assez géniale qu'il a faite à Eurosport UK. Où il dit que voilà, je me disais avec Stéphane Rossetto, pendant l'échappée, ils ont pas mal causé, je me disais avec Stéphane Rossetto que certains coureurs dans le peloton, à part leur mère, personne ne doit savoir qu'ils sont au départ de ce Tour de France 2019. Bah, il nous fait du Ofredo, voilà, il est fort pour nous sortir les bonnes saillies à l'arrivée. Il a la frustration aussi de prendre des échappées qui vont jamais au bout. Après, il y a le fait aussi qu'il prend des échappées que sur des étapes où il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Mais on pourrait malgré tout avoir plus de coureurs qui vont devant. Je veux dire, il y a quelques équipes qui jouent le sprint, c'est normal. Les Jumbo-Visma, les Bora, les Lotto, les Quick-Step. Et il y a les équipes de leaders. Mais tout le monde n'est pas soit en train de jouer les victoires d'étape, soit en train de jouer le maillot jaune. Les autres, je me demande parfois ce qu'ils font. Ils auraient plutôt intérêt peut-être à aller dans les échappées, qu'on ait un groupe de 6-7 mecs devant. Si on a 7 gars comme Ofredo ou Rossetto, c'est quand même pas la même histoire pour le peloton. Alors, Cofidis d'ailleurs, on t'envoyait un coureur devant, mais c'est vrai qu'il y a certaines équipes invitées, on se demande ce qu'elles font. C'est ça, mais et même certaines équipes qui jouent les sprints, je pense on parle de Cofidis, de toute façon dans le sprint final, Laporte va essayer de se faire sa place, de se faufiler, mais ils vont pas mettre un train de 7 coureurs en place. Donc tu peux envoyer 1 ou 2 gars dans l'échappée et jouer sur 2 tableaux. On sait jamais, à un moment l'échappée va peut-être aller au bout, tu peux piéger le peloton. Et puis si tout le monde a un gars représenté à l'avant, il y a aussi moins de monde pour rouler derrière. Donc je sais pas, je me demande des fois pourquoi certaines équipes ne tentent pas, plutôt que d'aller chercher tout le temps une 9e place au sprint. Il y a peut-être sur certaines journées l'opportunité d'envoyer un mec devant. Ouais, les baroudeurs, ils y croient plus. Hein. Il y a un bel article à ce sujet dans l'équipe du jour sur ces étapes de plat comme ça. On assiste à un tour tellement cadenassé finalement où les objectifs des équipes, notamment des sprinteurs pour ce genre d'étape, sont tellement importants et sont tellement peu finalement sur ce Tour de France que mine de rien les baroudeurs n'y croient plus et ils ont raison de ne plus y croire puisqu'ils savent qu'ils vont être repris. Du coup, plus personne ne va en échapper, à part des Ofredo et des Rossetto qui courent un peu à l'ancienne et qui courent surtout pour se faire plaisir, sans réel objectif de victoire d'étape. Ils savent quand ils partent que ça va pas le faire, mais tu regardes le top 10 de l'étape d'hier, Nizzolo qui fait, je crois, 6 ou 7e. Il le sait qu'il va pas gagner un sprint et de toute façon, son équipe, ils lui mettent pas un train dans le final.
Les gars, envoyez un mec dans l'échappée. Voilà, Clairement. t'imagines si tu mets un Boasson-Hagen devant, ce que ça peut faire comme. Voilà, c'est un rouleur correct, enfin correct plus que correct. C'est vrai que c'est un vrai débat, ça. Voilà, est-ce que oui ou non, le tour de le peloton globalement a peur un peu de trop se fatiguer. Il y a même des équipes qui disent n'allez pas dans l'échappée et gardez-en un peu sous le pied. Voilà, c'est un peu dommage, et notamment pour des coureurs comme Fredo, il a raison. Deux faits de course pour terminer. L'abandon de TJ Van Garderen, voilà, c'est un lieutenant. Bon, moi évidemment, il fait très très mal au cœur, mais bon voilà, 7e kilomètre de la journée, il est tombé, il est allé au sol, il a quand même terminé avec une main cassée. Bon, c'est assez joli ce qu'il a fait quand même TJ, mais c'est vrai que la poisse jusqu'au bout va le poursuivre. Poisse, où je te connais Polo, poisse ou manque d'attentisme. Non, bah, manque d'attentisme, je sais pas, mais la poisse, pour le coup, ça c'est sûr. C'est un lignée du TJ Van Garderen qu'on connaît et du TJ Van Garderen qu'on connaît sur le Tour de France. Franchement, Joseph, je sais pas trop quoi te dire. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est j'ai l'impression qu'il avait fait une bonne prépa, qu'il avait de bonnes jambes, qu'il aurait pu être vraiment d'une précieuse aide pour Rigoberto Urán quand la route allait s'élever. Même Woods pour faire un Et top 10. pour Woods aussi, exactement. C'est dommage, surtout dommage pour lui et dommage pour Liev Drapac. On ne saura jamais à quel niveau aurait pu être Van Garderen, que je trouvais, comme je viens de le dire, vraiment très intéressant depuis le début de saison. Dans C'est cette vrai qu'il prépa. fait, il fait 5e du critérium du Dauphiné, par exemple. Il était bon. Je pense que tu as vu ça, évidemment, parce que Il tu as fait deux regardé du l'étape. Dauphiné, non. Il fait 2e, oui, du Dauphiné, exactement. J'ai dit 5e. Il fait 2e. Le coup des AG2R, Goujard et Nassen, qui ont trouvé que ça allait très lentement. Il y a eu 2 heures à 32 km/h. Voilà, c'était très lent. D'un coup, ils se sont dit, bah tiens, on va sortir. Et les équipes de sprinters vont être obligées de nous suivre. Assez génial comme coup. Ils ont joué un peu avec le peloton. Il y a même eu des cassures et des favoris qui étaient piégés. Ouais, ça aurait pu faire quelques dégâts. Voilà, on a vu, c'était Quintana qui était notamment piégé. Ça reste un gros favori. Le problème, c'est que bon, Romain Bardet, il a pris un tel éclat sur les derniers jours qu'il est plus là à se battre à coups de seconde avec des gars comme Quintana. Mais c'est toujours sympa de voir une équipe qui tente un coup de bordure. Voilà, même sans parler de classement général, ça met un peu le bazar dans une étape qui n'était pas ultra bourrée de suspense. Donc voilà, c'est dommage que je pense que la fenêtre pour tenter un coup de bordure était vraiment très étroite et il n'y avait pas du vent sur la durée. Donc ça n'a pas pu. Déjà, les équipes ont réagi assez rapidement, celles qui étaient piégées. La Movistar a laissé décrocher tout de suite beaucoup de monde pour ramener Quintana notamment. Donc ça a réagi vite et il n'y avait pas du vent sur assez de kilomètres pour que ça puisse vraiment être un gros bazar. Mais c'est bien tenté, voilà. Et puis ça montre, ça met dans la tête de tout le monde Ça que montre l'état d'esprit. c'est encore possible de faire des bordures. Une équipe comme AG2R y pense et essaye à la moindre opportunité. Donc voilà, au leader d'être vigilant. Donc voilà pour ce débrief avec Groenewegen qui remet les pendules à l'heure. Et TJ, je vois dans le chat, il y a énormément de soutien pour lui. Donc merci, on lui dira. On lui dira. Donc voilà, on passe au débat de cette émission Roue Libre qui concerne Thibaut Pinot. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est parti. Le débat du jour concerne Thibaut Pinot. Pourquoi ? On va découvrir le classement des favoris. Thibaut Pinot est très très haut placé. Il est 7e du Tour de France à 58 secondes de Giulio Ciccone. La question du jour, quelle stratégie pour gagner le Tour de France tout simplement dans les prochains jours, parce qu'il n'est qu'à 9 secondes de Geraint Thomas. Polo, quel premier argument tu verrais pour répondre à cette question-là ? La première chose qu'il doit faire et la chose sur laquelle il doit vraiment se concentrer, c'est d'arriver avec le maximum de fraîcheur à pause sur le contre-la-montre individuel, le seul de ce Tour de France. Je pense que c'est le point clé de son Tour de France, puisque j'ai du mal à le voir perdre du temps ailleurs que sur ce contre-la-montre, surtout face à des Geraint Thomas, qui a déjà, mine de rien, un peu d'avance, même si c'est pas beaucoup. On sait que Geraint Thomas en reprendra à Thibaut Pinot à ce moment-là. Donc je pense que le point clé, c'est de réussir une grosse performance sur ce contre-la-montre. Et ce qui dit réussir une grosse performance, c'est arriver avec du jus, arriver frais, ne pas trop se dépenser et d'en faire vraiment l'objectif principal de ce tour, plus que essayer de prouver je ne sais quoi en montagne. C'est vraiment essayer de limiter au maximum la casse sur ce chrono. Et s'il y arrive, là, à mon avis, il va être difficilement manœuvrable en montagne, surtout quand on voit les profils et quand on voit ce qui lui attend, c'est-à-dire des conditions météorologiques qui ne vont pas être trop démentes. Il n'y aura pas de grosse chaleur de prévu. Le seul petit risque, c'est qu'il risque d'y avoir des écarts de chaleur, notamment dans les Alpes où on annonce de l'orage et ensuite des températures qui vont plus remonter autour des 30 degrés, mais pas de grosse chaleur, ce que Thibaut Pinot n'aime pas, et surtout pas d'étapes difficiles les lendemains des journées de repos. On l'a vu notamment sur les 2 derniers Giro où il a toujours galéré, c'était surtout sur des contre-la-montre, il a toujours galéré le lendemain de journées de repos. Donc là, on n'a pas ça, mais par contre, on a des profils comme on le voit derrière nous où il peut vraiment reprendre du temps. J'ai pas mis les étapes de montagne en descente parce que même s'il a fait beaucoup
beaucoup de progrès. Ça reste encore un petit talon d'Achille pour lui. Mais des étapes comme ça, je pense surtout à Foix-Pradalbi, où ça monte assez raide, mais pas non plus très haut. Ça ressemble vraiment à un espèce de mini Tour de Lombardie, un peu plus dur évidemment. Je pense que sur ces étapes-là, il peut vraiment faire de beaux écarts s'il est en forme. Mais je le répète, le contre-la-montre, c'est le plus important pour Thibaut Pinot. Donc Paul propose ce contre-la-montre qui est dans 6 jours, de rester calme jusqu'à ce contre-la-montre, c'est-à-dire par exemple sur une étape comme Bagnères de Bigorre qui arrive en descente, Polo, comme tu le dis, rester tranquille. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Robin? Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. Le principal sur la semaine qui arrive jusqu'à Pau, c'est surtout de faire aucune erreur. Quand tu veux gagner le Tour de France, tu n'as pas le droit de faire d'erreur, mais alors en plus, quand tu te bats contre les Ineos de Thomas et Bernal, tu as encore moins le droit parce que tu sais que eux déjà, ils en feront pas. Et qu'en plus, ils vont te reprendre du temps sur le contre-la-montre de Pau. Voilà, on voit le profil. Voilà, si tu te rates, si tu perds 30 secondes au mauvais endroit, tu peux lui dire au revoir au maillot jaune. Donc pour moi, le principal, c'est ça aussi. L'étape de Bagnères de Bigorre, elle ne correspond pas en termes de profil à Thibaut Pinot. Mais il y en a d'autres tout de suite après qui vont lui convenir. Donc moi, je serais de l'avis de Polo. Pas d'effort inconsidéré sur cette étape de Bagnères de Bigorre. On arrive le mieux possible sur le chrono, avec la confiance aussi. Parce que s'il arrive à Bagnères de Bigorre avec toujours cet écart de 5 et 9 secondes seulement sur les deux Ineos, voilà, il aura conscience d'être dans le coup, d'être au bon endroit. Il restera moins de 10 jours de course et il sera dans la bagarre. Et ensuite, pour moi, c'est surtout le lendemain que ça peut se jouer. Le lendemain de ce chrono de Pau, l'étape qui arrive au Tourmalet. Là, on est sur un long col avec des gros pourcentages sur la fin de la montée. Ça correspond à Thibaut Pinot. Et moi, je pense que dès cette étape-là, il faut tester les Ineos. Il faut essayer de faire péter dans le Tourmalet. Surtout s'il sort d'un chrono satisfaisant, il sera en confiance. Et il ne faut pas perdre de temps parce que les Ineos, si jamais ils ont un moment de moins bien, ça n'arrivera pas deux fois. Donc on se rappelle notamment en 2017 Péragude, où Christopher Froome, dans Péressourd puis Péragude, qui était en difficulté. Les rivaux n'avaient pas su vraiment en profiter, ils n'avaient pas su le déceler. Romain Bardet avait pris quelques secondes, mais seulement sur la toute fin, sur le mur final. Voilà, il faudra essayer de toute façon, je pense, tous les jours, pour que le jour où Thomas et Bernal ne sont pas au top, ils puissent prendre un peu de temps et récupérer ce qu'il aura malgré tout perdu dans le chrono. Dites-nous dans le chat si vous pensez que Thibaut Pinot doit attaquer, ou voilà, rester calme, histoire de laisser venir voir les choses, comme il a pu le faire d'ailleurs à la planche de Belfi, Polo. On a vu un Thibaut Pinot qui, malgré toute l'émotion qu'il avait de courir chez lui, a préféré rester calme pour vraiment, à la fin, voir ce qu'il pouvait faire et suivre Geraint Thomas. Et d'ailleurs, il était un peu bloqué au moment du démarrage de Geraint Thomas, et c'est une des raisons pour laquelle il a perdu un peu de temps. Ouais, je sais pas, parce que mine de rien, il fait quand même rouler son équipe dans la planche face à une équipe Ineos, justement, qu'on a peut-être trouvé en difficulté. Là aussi, c'est intéressant. Là où Thibaut Pinot va devoir être attentif, c'est que Ineos n'a pas été souveraine sur cette première étape de montagne. À voir si ça se confirme dans Bagnères de Luchon. Bagnères de Bigorre. Ouais, je confonds toujours les deux. Bagnères de Bigorre. J'y arriverai jamais. Si cette équipe Sky n'est peut-être pas aussi souveraine, il va y avoir des coups à tenter pour la FDJ, qui est une équipe très solide, notamment en montagne. Le Tourmalet, moi je me dis que finalement sur des longs cols comme ça, la Sky, tu la leur fais pas. Ils vont imposer un train terrible et mine de rien, ce sera très dur d'attaquer et très dur de faire des écarts. Moi, je pense que déjà à Pau, il ne faut pas qu'il perde beaucoup. Et s'il perd beaucoup, après, quoi qu'il arrive, là je suis d'accord, c'est que toutes les occasions seront bonnes à prendre. Il faudra qu'il tente vraiment le tout pour le tout dès l'étape du lendemain. Mais j'ai peur non plus aussi plutôt que si à Pau il y a un trop gros écart, qu'après la Sky, l'Ineos vice et que ce soit impossible pour Pinot. Donc je pense que vraiment la priorité de Pinot, c'est d'arriver avec beaucoup de fraîcheur et de la forme. Il y aura déjà eu 2 étapes de montagne, 2 étapes difficiles de ce week-end. Ça va vraiment jouer à la fraîcheur aussi un peu ce contre-la-montre. Donc à lui d'arriver en forme, c'est son rendez-vous pour moi s'il veut gagner le Tour de France. Pas dire qu'il doit suivre dans le Tourmalet, enfin que dans le Tourmalet il pourra rien faire. L'année dernière, on l'a vu sur quasiment toutes les arrivées au sommet du Tour de France. On avait les 4 plus forts qui étaient Thomas et Froome de la Sky, Dumoulin et Roglic. Ils se sont souvent retrouvés ensemble et qui se bagarraient et qui s'attaquaient. Ils ne se sont pas lâchés. Voilà, qui se sont pas lâchés parce qu'ils avaient un niveau très similaire, mais c'était pas parce que Ineos était en train de visser et de faire un train qui empêchait tout le monde d'attaquer. C'est parce que ces 4-là avaient un niveau très proche et finalement le seul qui a réussi à les lâcher à chaque fois, c'était Thomas.
Thomas. Et Thibaut Pinot doit faire la même chose. Il peut pas. Tu dis qu'il a une équipe forte en montagne. Il a un David Gaudu qui était impressionnant dans la planche des Belleville, on est d'accord. Mais quand il restera 10 hommes, il y aura peut-être. Non, mais quand il restera 10 hommes, il restera personne. Il restera Voilà, 2 Sky. Voilà, Et oui, voilà. mais il ne restera pas de FDJ. Mais- Donc il faudra de toute façon qu'il se débrouille tout seul à un moment. Il ne pourra pas compter sur son. Je veux dire, il peut compter sur son équipe pour être protégé dans la plaine, pour l'amener au pied d'école dans les meilleures conditions. Il pourra peut-être compter sur un coup de main de David Gaudu et ce serait top. Mais ça, c'est Il ne pourra pas intéressant. compter sur l'équipe Le dans les derniers côté, kilomètres. son équipe, comment utiliser son équipe? On sait que Philippe Maudieu a gagné la Vuelta avec Alberto Contador. Aujourd'hui, il est arrivé comme directeur sportif sur ce Tour de France. Il va être évidemment très important, son analyse, son expertise. Maintenant, un coureur comme David Gaudu, comment l'utiliser? On sait que Reichenbach, c'est un coureur qui va beaucoup rester avec Thibaut Pinot. Mais David Gaudu, est-ce qu'il faut une ou deux fois lui laisser sa chance, par exemple, pour une victoire d'étape? Ou est-ce que vraiment, il faut utiliser ce coureur pour rester avec Thibaut Pinot et uniquement pour ça, quitte à être un peu frustré, voilà, de notre côté en tant que supporter, pour qu'il n'aille pas chercher une petite étape, le David Gaudu? Non, mais rester avec Thibaut Pinot, ça sert à rien. On s'en fout que sur 10 hommes, il en reste 3 de la FDJ. Si les 3 de la FDJ roulent au train derrière Thibaut Pinot parce qu'ils sont à la rupture. Ce qui est intéressant de voir, c'est les stratégies à mettre en place, notamment peut-être au pied d'école, peut-être dans la plaine avant, peut-être dans la descente ou dans le col, dans l'avant-dernier col. C'est ça les stratégies intéressantes à mettre en place. Et il faudra avoir cette équipe forte si Thibaut Pinot perd du temps en contre-la-montre, ce qu'on peut redouter. Après, voilà, si Thibaut Pinot fait un très bon contre-la-montre, les stratégies, elles seront différentes. Et quoi qu'il arrive, tu l'as dit, Robin, il devra se débrouiller seul, mais un peu à l'image de tout le reste du peloton. Ça change rien. Oui, c'est pour ça que pour moi, Mais son c'est équipe, pour elle ça. n'est pas déterminante là-dedans. Mais son parce équipe que- n'est pas déterminante parce que là-dedans. voilà, Mais ce qui est déterminant, c'est la forme qu'a le Bien team sûr. Ineos en montagne et que Thibaut Pinot n'est pas Oui, mais forcément Pinot, meilleur, et mais- même on peut le dire aujourd'hui, n'est pas meilleur qu'un Bernal ou qu'un Oui, Thomas mais en sauf montagne. que ces deux-là, ils vont pas faire un train dans le col. Je veux dire, ils vont suivre. Si Thibaut Pinot attaque, ils vont être obligés à un moment de le suivre s'il est à 9 secondes au général. Ouais. Et les Woodpools et les Kwiatkowski qui sont habitués à faire le train avant, quand Thibaut Pinot attaquera, ils seront lâchés, ces mecs-là. Je veux bien qu'ils soient très impressionnants, qu'ils fassent un train d'enfer. Oui, dans mais ça, l'école. les coéquipiers, c'est pas le problème. C'est les leaders Oui, mais qui les ne sont leaders, pas déjà, lâchés finalement. oui, mais ça, il faut essayer pour le savoir. Évidemment que sur le papier, ils sont durs à lâcher et on est tous conscients qu'on lâche pas Bernal et Thomas en un claquement de doigts. Et de toute façon, si Thibaut Pinot doit reprendre du temps après le chrono, il devra reprendre petit bout par petit bout. Il reprendra Enfin, j'imagine pas les deux Ineos perdre une minute le même jour sur Thibaut Pinot dans une étape de montagne. Il faudrait que vraiment les circonstances fassent que les Ineos ne sont pas dans un très bon jour et à l'inverse, Thibaut Pinot soit exceptionnel. Mais Robin, t'as pas peur que sur ces étapes-là qui arrivent en très haute altitude, tu vois un Thibaut Pinot qui doit être un peu plus attaquant que peut le voir Polo? Est-ce que t'as pas peur, par exemple, de sa réaction à l'altitude? Est-ce qu'il doit pas Non, encore mais- plus Mais être un peu plus attaquant, prudent? il le sera. Non, mais mais- attention de pas se griser non plus. Quoi. Bien sûr, non, mais je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Je dis qu'il faut tester tous les jours pour voir, pour comprendre le moment où les Ineos sont dans le mal et pour faire l'effort au bon moment. Parce que si on reste dans la route Thomas tous les jours, bah oui, tu vas rallier. Peut-être qu'il est capable, Thibaut Pinot. Je pense qu'avec ce qu'il est en train de nous montrer, je suis pas sûr que Geraint Thomas soit capable de le lâcher régulièrement. Mais si tu restes dans sa roue de toutes les étapes de montagne, tu gagnes pas le Tour de France. Donc forcément qu'il faut attaquer. Tu vas perdre du temps sur le contre-la-montre. Alors après, on peut estimer le débours du chrono, mais ce sera forcément du retard. Il va pas reprendre du temps sur le chrono. Donc il faudra attaquer. Le faire bien, oui, pas de souci. Mais son équipe, moi, ce que j'attends de l'équipe de Thibaut Pinot, c'était de faire un gros chrono par équipe. Ils l'ont fait. C'est de bien le protéger dans la plaine, d'être à côté de lui, de le faire remonter, de ne pas le laisser traîner un queue de peloton sur les étapes d'aujourd'hui et de demain, de ne pas se faire piéger, de ne pas se prendre une cassure. Pour l'instant, ils ont tout fait très bien pendant 7 jours. Il reste encore 4-5 jours à le faire. L'amener à Pau dans les meilleures conditions. Et après, c'est Thibaut Pinot qui devra faire le job. Tu peux l'amener au pied d'école aussi, au mieux possible, pour que sur la première partie de journée, il n'ait pas donné un coup de pédale inutile. Et après, ce sera Pinot face aux autres favoris. Et il y aura pas. Et évidemment, si tu attends et si tu laisses Kwiatkowski et Pouls te mettre un train d'enfer, il va te rester que les 3-4 derniers bornes parce qu'ils vont s'écarter au dernier moment. Mais je pense vraiment que dans une ascension comme le Tourmalet, Thibaut Pinot peut faire des dégâts. À la planche des Belleville, c'est la première arrivée. Tu sais pas comment sont les autres. Tu peux pas tout faire péter. Là, maintenant, il a compris qu'il était fort. Il faut y aller. Je voulais terminer ce débat par l'état d'esprit de Thibaut Pinot. On le voit, il est haut dans le classement des favoris. Mais maintenant, Polo, on sait qu'il est arrivé assez prudent sur ce Tour de France. Après une bonne semaine de course, il est très haut dans la hiérarchie. Il est beaucoup plus regardé qu'il ne l'était sans doute en début de tour. Est-ce que lui, dans son état d'esprit, il doit viser
une victoire? Est-ce qu'il doit viser un podium? Ou est-ce qu'il doit continuer réellement à ne pas se soucier du classement général? Non, je pense que si tu veux gagner le Tour de France, il faut que tu te le mettes comme objectif. Ça, je pense que même dans le mindset, ça reste obligatoire. Tu ne gagnes pas un Tour de France au hasard. Geraint Thomas, il participe pas au Tour de France en se disant qu'il verra au jour le jour ce qu'il peut viser. Geraint Thomas, il est là pour gagner le Tour de France et il l'a très bien montré à la planche des belles filles. Pour revenir à ce que disait du coup Robin un peu avant, justement, il va pas pouvoir. Tu dis qu'il peut faire des différences sur le Tourmalet. Moi, je pense qu'il pourra pas en faire énormément. Mais si tu lâches jamais Geraint Thomas, c'est que tu pouvais pas gagner le Tour. C'est pas grave. Et mais c'est que pour ça t'étais pas qu'il faut assez faire fort. un bon chrono, parce que faire un bon chrono, Évidemment. ça va foutre le doute dans la tête des Ineos. Et les Ineos, ils ne vont pas courir de la même manière s'ils Non, ont un Thibaut Pinot 30 secondes derrière eux ou s'ils ont un Pinot à 2 minutes Non, derrière eux. Comme, Avec le doute aux Ineos, c'est de voir Thibaut Pinot plus fort qu'eux en montagne. C'est le seul truc qui pourra les faire douter. S'ils sont au mais moins s'ils aussi le voient forts- fort en contre-la-montre, tu penses qu'ils vont pas se dire qu'il est plus fort qu'eux en montagne et qu'ils vont pas courir différemment sur Non, l'étape ça, du Tourmalet le ils lendemain? vont de toute façon vont courir de la même façon jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que Thibaut Pinot est plus fort. Et c'est uniquement au moment où Thibaut Pinot se montrerait, parce que c'est du conditionnel plus fort que Thomas et Bernal en montagne, qu'ils auraient l'obligation de s'adapter. Tant que ça n'arrive pas, ils vont faire leur course comme ils avaient prévu. Parce que Pinot, qui soit à 30 secondes, 1 minute, 1:30 après le chrono, il sera derrière. Et les Ineos, ils savent qu'ils ont... Mais tu le juste- vois perdre autant d'ailleurs? Parce Moi, qu'ils perdent par Ça dépend exemple tellement de la sur, fraîcheur, j'imagine pas contre la du montre tout, du Dauphiné, 26 km, il termine 12e, il a perdu uniquement une trentaine de secondes par exemple sur un Kruijswijk qui Mhm. n'est jamais très loin Ouais. d'un Geraint Thomas. C'est- Donc Thibaut Pinot a step up clairement sur... Il avait perdu une 21 sur ce chrono, sur un garçon comme Wout van Aert, 26 km, ça ressemble au chrono. Moi, j'estime qu'il va être dans les mêmes eaux. Si tu perds une 30, on est dans le vrai. Si tu perds 1 minute, pour moi, c'est bien. Et si tu perds moins d'1 minute, c'est une très grosse perf. Voilà. C'est J'ai envie de dire exactement ça. ce que j'allais dire. Et si tu es à moins d'1 minute sur ce chrono-là, là, tu mets le doute dans la tête des Ineos et c'est plus la même course. Forcément, si tu prends plus d'1 minute 30, là, les Ineos, finalement, ils seront dans un fauteuil, puisque je vois là, de ce que j'ai vu, notamment sur la planche des belles filles, même si le tour est encore long, je vois pas qui peut essayer d'aller inquiéter les Ineos, autre qu'un Thibaut Pinot, notamment en montagne, quand la montagne va s'élever. Si on est d'accord. Donc, Et ce qui est sûr, c'est c'est pour qu'Ineos, ça que ce contre-la-montre est capital, voire même plus capital que ces premières étapes pyrénéennes qui Mais arrivent. pour mettre le doute, pour moi, ça se passera vraiment en montagne. Et ce qui est sûr, c'est qu'Ineos devrait prendre le maillot sur le chrono à Pau. Et ensuite, ils n'auront pas le droit de le lâcher parce qu'il n'y aura pas d'autres chronos pour le récupérer. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'après le chrono de Pau, Ineos ne laissera jamais partir Thibaut Pinot s'il y a une menace pour le maillot jaune. Donc, s'il part, c'est qu'il est plus fort. Donc voilà, on est samedi les amis, c'est l'heure de la 8e étape du Tour de France entre Mâcon et Saint-Étienne. Donc on va vous expliquer un peu ce qu'il en est de cette étape. C'est parti pour la preview. Ce profil-là de la 8e étape, vous allez voir, il peut être trompeur. En tout cas, si on se dit que c'est une étape de transition, on se trompe complètement. 7 difficultés sont répertoriées sur un parcours de moyenne montagne. Voilà, vous voyez un cœur sur le Péréon. Pourquoi? Parce que Polo, si je ne me trompe pas, c'est là où vit Tom. C'est ça, c'est dans la région de Tom, notre stagiaire adoré, qui La région du habite, stagiaire. qui habite dans le Beaujolais et qui nous a signifié ce matin que le Tour de France, il passe chez moi ce matin. Il était très, très heureux. Bah écoute, on le voit très bien. Du coup, si vous avez des gens là-bas dans le coin, allez saluer sa famille. Ce sera toujours un plaisir. Il y a toujours une bonne bouteille à partager. Donc n'hésitez pas. On résume ce profil-là. 3750 de D+, une des étapes les plus dures du Tour de France, en gros, Robin. Ouais, en dehors des étapes de montagne, c'est trompeur parce qu'en effet, on a l'impression d'une étape de transition, mais tu le dis, quasiment 3800 mètres de dénivelé positif, c'est quasiment autant que sur l'étape de la planche des belles filles. Donc très clairement, aujourd'hui, ça va faire mal aux pattes. Il y a aussi des bosses qui piquent. On voit le col de la Croix tel 4 km à 8% quasiment. Voilà, à plus de 8%, même 8,1. On a ensuite le col de la Croix-Paquet, pardon, 2 km à 9,7%. Et enfin, ensuite, la côte de la Croix-de-Par, 5 km à quasiment 8%. Donc, va y avoir du pourcentage. C'est pas toujours très long, mais ça va faire mal aux pattes. Et il y a de la place pour les punchers, pour les baroudeurs, même pour quelques grimpeurs, peut-être pas les leaders du général, mais pour faire de belles choses. Pour savoir ce que vous en pensez un peu tous les deux de cette arrivée, qui peut gagner, on va découvrir rapidement vos pronos, parce que comme ça va tout de suite donner un état d'esprit. On va voir, est-ce que vous savez les pronos que vous avez donnés là aujourd'hui? Je crois qu'il y en a un qui sait le prono de l'autre, mais Ouais, toi tu ne ouais. sais pas. Non. Moi, je sais pas, non. Toi Robert, tu sais pas. Bah voilà. Polo a mis Sharman, j'ai mis Thomas de Rend et
Toi, tu vois Alaphilippe. Vous persistez, parce que moi je mets un mec avec qui j'ai déjà gagné un point, mais vous faites 0 avec Sharman et De Rende et vous les remettez. Ouais, mais Bah, évidemment, mais on est joueurs. On est Exactement. joueurs, on a du panache. D'accord. Charchman, j'ai Parce que oui, hésité. 2 points, c'est parce que j'ai Groenewegen hier, faut le dire. exactement. Ouais, c'est ça. Pourcentage de chance, Polo, pour voir une échappée aller au bout aujourd'hui, selon toi. Je pense qu'elle est. Bookmaker, Polo. Je pense qu'elle est importante. Là, pour le coup, on s'était trompé la dernière fois. Là, il y a quand même une donnée qui a vraiment changé, c'est la planche des belles filles avec des coureurs très sérieux, comme je pense à des Charchman notamment, des Tige Bennott qui ont pris des tirs sur la planche et qui ont beaucoup plus d'écart en général pour pouvoir notamment prendre ce genre d'échappée au long cours. Ce sera Du dur coup, de ça va contrôler donner- l'étape en plus aujourd'hui. Hein Ce sera dur de contrôler l'étape en plus. C'est ça. Et donc, à mon avis, là, on risque d'avoir une grosse échappée avec des coureurs très forts qui sont longs en général. Du coup, la Trek va s'en désintéresser. Quick Step aussi. Il y aura 2 courses, du coup. Je pense qu'il y aura 7 courses pour la victoire d'étape et une course entre les favoris et Ciccone à la Philippe pour se battre pour le maillot, pour le maillot jaune, tout simplement. Donc, ouais, moi, je vois une belle échappée aller au bout aujourd'hui avec des coureurs très forts en son sein. Il est Dont pas mal Charchman. son pronostic au Polo parce que Sharman, c'est 3e de Liège-Bastogne-Liège et beaucoup de coureurs ont dit hier, cette étape, elle ressemble un peu à un mini Liège-Bastogne-Liège. Ouais, mais moi Je fais pas peur ce chrono de Polo. Non, ça va, non. Tu sais, moi, si on doit Bon, miser. il a pris à la Philippe. Si, voilà, si on doit miser Ardennaise, j'ai quand même pris un gars qui connaît ce genre de course. clair. Mais en fait, j'ai un doute sur cette étape et on le saura que cet après-midi. Est-ce que les Sagan, les Matthews peuvent passer? Voilà, je me pose la question, sachant que c'est des mecs qui ont déjà fait des choses sur les Ardennaises, mais c'est des gars qui, si tu l'amènes jusqu'à l'arrivée, t'as perdu. Donc, Tu penses encore que Sagan va gagner Liège-Bastogne-Liège, toi, ou pas? Non, mais il a déjà fait. J'ai dit, il a déjà fait des choses sur les Ardennaises. Il a fait un podium à l'Amstel, et ça, je le retiendrai pour toujours. Et donc moi, je vois... Vas-y, excuse-moi. Voilà, Ouais, mais je me pose la Il est question. mal du élevé, scénario. va. La parole comme ça. Je pensais qu'il présentateur. il était sur la pente basse, donc Ouais, je le c'est voyais vrai, bien c'est vrai. terminer vas-y. sa phrase. Explique-nous. Donc voilà, non, j'explique rapidement mon pronostic, voilà, parce qu'en fait, je vois Tim Wellens partir en échappée avec Thomas de Rennes D'accord. et tous les deux, pour faire des points tout simplement, Ouais. parce qu'après, s'il veut le garder plus longtemps, ce sera définitivement terminé pour avoir ce maillot à poids. Et comme voilà, je les vois tous les deux partir, un l'autre, etc. Et quand on est deux dans une échappée, c'est toujours plus facile. Donc je vois Thomas de Rennes utiliser Tim Wellens et son maillot à poids pour aller chercher ça. On en arrive à Alaphilippe. Polo, est-ce que tu le vois aller chercher et retrouver sa tunique, son maillot jaune? Au final, on s'est rendu compte qu'il était quand même bien en colère de l'avoir perdu. Ouais, il était bien en colère. Ça a beaucoup parlé chez Deceuninck Quick-Step avec un Lefebvre qui a avoué, mine de rien, qu'ils avaient fait une erreur stratégique sur l'étape de la planche des belles filles. La Philippe, c'est compliqué parce que d'un côté, c'est un profil qui lui correspond parfaitement. Il n'a que 6 secondes de retard au général. Donc, ne serait-ce que s'il passe à la Bonif en tête sur sur la dernière difficulté, Il y a 13 bornes de l'arrivée. il reprend ce maillot. Ça peut lui donner des idées. Mais d'un côté, demain, il y a aussi une belle étape entre Saint-Etienne et Brioude. Et demain, c'est le 14 juillet, fête nationale. Je vais faire les deux. Hein. Il peut faire les deux, mais est-ce que ce serait pas plus judicieux de garder un peu de jus, sachant qu'il en a lâché beaucoup sur cette étape de la planche des belles filles, pour faire all-in sur l'étape de demain, récupérer le maillot jaune demain et gagner un 14 juillet? Ça aussi, ça marque. Et je pense que c'est à la Philippe. Tu vas pas te C'est priver un d'une coureur. opportunité, quoi. Gagner en jaune demain, pour toi, carrément. Moi, aujourd'hui, Ça va, non je le vois se battre. Je le vois pas se battre pour l'échappée, parce que j'imagine mal prendre l'échappée. Je pense que la Trek ne le laissera pas prendre l'échappée du jour. Je l'imagine tenter dans les dernières difficultés. C'est un profil parfait pour mais il y a lui. des mecs qui Mais ont peut-être pour intérêt l'échappe, à à mon rouler quand avis, ça m'étonnerait. Il y aurait peut-être des mecs qui auront intérêt à rouler. Les quick steps, s'ils veulent récupérer le maillot. Les treks, s'il y a un mec dangereux au niveau du temps dans l'échappée. Et je dis que c'est une étape difficile à contrôler, mais s'il y a 2-3 équipes qui veulent vraiment s'y mettre et qui veulent que ça arrive groupé, c'est possible même. Et notamment la Bora, effectivement, qui a Voilà. pas Qu'il y a mal d'équipes. Charman, qu'il y a Sagan. Très très forte la Bora pour contrôler, Voilà. on l'a vu sur la planche des belles filles. Peut-être s'ils les ont Sunweb envie. si Matthews est costaud. Donc voilà, il y a quand même malgré tout des équipes qui pourraient rouler. Donc voilà pour cette preview de l'étape. Préparez vos questions, les amis. Je vois énormément de messages dans le chat, évidemment, comme toujours, comme dans tous les lives sur le stream.fr. N'hésitez pas à préparer vos questions parce que c'est l'heure de la chatroom. Donc c'est parti pour les questions de la chatroom. C'est quoi la différence entre Sky et Ineos? Effectivement, si vous arrivez depuis quelques mois et que vous n'avez pas regardé de cyclisme, tout simplement, Robin, Bah, c'est la même équipe. Hein, qui a c'est la changé même de nom. équipe. Qui a Voilà. changé de sponsor. Sky est parti du vélo. Sky, le groupe de télévision anglaise, remplacé par Ineos, un groupe pharmaceutique. Nadaloy qui demande, Polo, Bardet doit-il arrêter de regarder le classement général et donc viser des étapes?
C'est une... Je C'est une partageais. excellente- Ah oui, bah oui. Je Qu'est-ce qu'il va partageais faire au puisque général le fait, l'idée, s'il joue le général, il va tenter plein de trucs et plein de belles choses. J'ai pas envie de voir un Bardet prendre des échappées matinales. J'ai pas envie de voir, à la limite, peut-être Non, mais il ira pas avec Godfredo, hein. pour jouer peut-être un maillot à poids. Mais j'ai envie de voir un Bardet foutre le boxon sur des étapes comme demain, qui arrive chez lui à Brioude. J'ai envie de le voir tenter des trucs. On verra. Mais j'ai pas, pour l'instant. Bien sûr qu'après le contre-la-montre de Pau, je pense que la question ne se posera plus. Mais pour l'instant, j'ai envie de le voir tenter des choses pour essayer de se rapprocher au général. Le Tour peut-il échapper à Thomas? Ça y est, pour toi, c'est ultra favori ou pas, Robin? Bah oui, moi c'était mon favori d'avant le Tour. Il le reste. Et, il le reste plus que jamais même parce qu'il a complètement confirmé sur la planche des belles filles et le chrono qui arrive sera pour lui aussi. Je veux dire, parmi les favoris, c'est sûrement celui qui fera le meilleur temps. Donc va falloir aller le chercher. Ouais. Quel est le plus fort entre Bernal et Thomas selon vous? N'hésitez pas à aller voir le débat d'hier qu'ils ont eu avec Jean-No. Il était assez intéressant. Une bataille pour le maillot blanc. Est-ce que c'est un peu relancé? Voilà, je sais que quand on a fait la preview, faut le dire, on avait un peu oublié tout simplement Henrik Mas, ou parce qu'on l'avait même pas cité. Est-ce que pour vous, Henrik Mas peut aller titiller Egan Bernal ou non, notamment par rapport à la planche des belles filles? On l'avait pas cité parce qu'on n'y croyait pas trop. Henrik Mas sortait d'un Tour de Suisse compliqué et plus globalement d'une saison en demi-teinte, voire pire. Là, on l'a vu plutôt rassurant sur la planche des belles filles. Le problème, c'est qu'il a Egan Bernal en face de lui et que il ne pourra pas le battre, tout simplement. Je ne vois pas comment ce maillot blanc pourrait échapper à Egan Bernal, qui lui, pour le coup, est co-leader. Donc, c'est pas comme l'année dernière, où il ne prendra pas de tir dans certaines étapes. Là, il va vraiment jouer la carte du classement général à fond. Et Henrik Mas, je ne vois pas Henrik Mas, même en montagne, au niveau d'Egan Bernal pour l'instant. Donc oui, je pense qu'Henrik Mas fera un beau deuxième, que Gaudu fera un beau troisième, mais que Bernal sera intouchable pour ce classement. Inec demande 3 déceptions de cette première partie du Tour de France, les gars, rapidement. D'accord, Bardet. choisir une chacun. Bardet déjà pour moi, parce que je m'attendais pas à ce qu'il prenne cet éclat sur la planche des belles filles et que son Tour de France soit cuit pour le général au bout de même pas une semaine. Paul, je sais pas quelle est ta grosse déception. Bardet, Laporte. J'ai envie de te dire Laporte, même s'il n'arrivait pas dans sa meilleure forme. On en a parlé tout à l'heure. J'aurais quand même espéré un peu mieux de sa part, notamment au vu des Tours de France qu'il a fait ces dernières années. Voilà, on en parlera plus tard. On tirera les bilans en fin de tour, mais peut-être que se priver d'un Boigny, même si ça paraissait logique en début de tour, peut-être que finalement, ça risque peut-être de se retourner aussi contre la Cofidis. Donc, ouais, je dirais Laporte, mais parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et moi, bien évidemment, je ne sais même pas pourquoi on se pose la question. C'est TJ Van Garderen. Je suis très déçu qu'il ait abandonné. T'es déçu ou t'es un triste? tour, mais je suis déçu et triste parce que déçu par sa malchance et triste par le résultat. Mais je suis sûr qu'il va se relever et qu'il va aller gagner le Tour de Pologne. Voilà. Vous l'aurez entendu ici en premier. La Movistar peut-elle renverser le Tour? C'est vrai qu'ils ont pris leurs responsabilités dans la planche des belles filles. Paul, on n'avait pas forcément l'habitude de les voir aussitôt et préparer une belle attaque comme ça, comme ils l'ont fait pour Mikel Landa. Ouais, si quand même. Mine de rien, la Movistar tente des choses. Aussitôt dans le Ça Tour. peut être avec des Valverde, des Landa, qui sont quand même des coureurs qui ont quand même pas mal de panache. On parlera plus tard de Quintana. Moi, je pense qu'au final, on l'avait bien dit dans le débat il y a 2-3 jours, c'est qu'ils font avec leurs armes et à la pédale, ils sont moins forts que le team Ineos ou que des Pinot pour l'instant. Après, l'avantage, c'est qu'ils sont 3 costauds. On a vu Valverde costaud dans la planche des belles filles et ils peuvent tenter des choses, ils peuvent mettre des stratégies en place. Donc à eux de continuer d'essayer de faire bouger la course. Landa et Valverde vont le faire sans aucun doute. On verra, mais je pense qu'à la pédale ils sont un peu moins forts, donc ça va être dur de renverser le Tour. Tu crois toujours en Demarquis pour le poids, Polo, demande Vicky? C'était pas Polo. C'était pas moi. Polo, c'était toi. Ouais, mais bien sûr que j'y crois toujours. Pour moi, le maillot à poids, il va se jouer à partir de l'étape de Bagnères de Bigorre. Parce que là, il y aura des gros ponts à prendre et en une étape, on peut faire quasiment tout son retard sur Tim Wellens. Donc ça se jouera sur un coureur qui sera capable de partir, on va dire, 3 fois dans la bonne échappée entre les Pyrénées et les Alpes. Donc voilà, oui Clément, je suis désolé, je me suis pas mis en noir parce que justement, je refuse d'être triste à ce point-là. Je suis sûr qu'il va revenir. Je voulais parler aussi. Il y a eu une question qui est passée là, je vois plus de qui elle est. Une dernière question sur Herrada. C'est vrai qu'il a été assez discret pour le moment, Jesus Herrada, qui a gagné le challenge du Mont Ventoux. Polo, tu le vois aller chercher une étape ou là pour le moment Il n'allait pas gagner à la planche. Il n'avait pas gagné à la planche des belles filles et voilà, Herrada, on arrive dans les Pyrénées, tranquille, on va se rapprocher de chez lui. C'est un grimpeur, pur grimpeur. Voilà, c'est logique qu'on ne l'ait pas encore vu, mais je pense que ça va très vite changer
connaissant la forme qu'il a et connaissant l'aspect offensif, mine de rien, de la Cofidis, même si ça ne marche pas tout le temps, voire ça marche très rarement. Et Rada va tenter de belles choses dans les Pyrénées. Attendons son heure tranquillement, elle va venir sans doute. Donc voilà, c'est terminé les amis. Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc, Robin? Non, c'est bon, ça ira. Moi, je te Nickel. suis, t'es le présentateur. Mais oui, garde toute ton énergie parce que là, tu vas avoir un moment très important pour toi parce que c'est l'heure de la rétro chronique du vélo sur Bernard Hinault. Il y a énormément à raconter. C'est parti pour la rétro. Cette rétro est aujourd'hui sur Bernard Hinault. Il y a une image de lui qui est restée dans beaucoup de mémoires. On va la découvrir tout de suite en une image. Tom, Erwan, vous pouvez y aller. Voilà, cette image d'un maillot jaune ensanglanté. On est en 1985. Voilà, c'est le dernier Tour de France remporté par Bernard Hinault. Alors Robin, pourquoi avoir parlé de Bernard Hinault et de cette image aujourd'hui? Parce que cette image, c'était à Saint-Étienne et que l'étape du jour, bien sûr, arrive à Saint-Étienne. Donc en 1985, un après-midi ensoleillé, on voit, où le vainqueur de l'étape, Luis Herrera, est arrivé depuis déjà un petit moment sur la ligne d'arrivée, 1 minute. Derrière, on a un groupe qui arrive avec Greg LeMond, le coéquipier de Bernard Hinault à la vie claire. On voit de ce maillot, voilà ce beau maillot que ne porte bravo. pas Bernard Hinault sur la photo parce qu'il est en jaune. Et derrière ce groupe Greg LeMond, on a les autres favoris, on va dire, avec une vingtaine de coureurs, dont Bernard Hinault, dont Phil Anderson, l'Australien, qui est un des candidats aussi de ce Tour de France. Et à la télé, on le voit mal, mais il y a une grosse chute qui implique 6 coureurs, dont Bernard Hinault, qui est le plus touché. Et on voit finalement pas vraiment les coureurs tomber, mais on voit Bernard Hinault se relever après quelques temps parce qu'il passe un peu de temps assis sur le trottoir à reprendre ses esprits. Voilà, il est en fait très au courant des règlements, Bernard Hinault. Il sait qu'il a chuté dans le dernier kilomètre, qu'il va être reclassé dans le temps du groupe avec qui il était. À l'époque, c'est pas la règle des 3 km, mais c'est la règle du kilomètre. Mais par contre, autour de lui, on est beaucoup plus inquiet. Il y a son directeur sportif, Paul Kochli, qui arrive, son mécanicien, le directeur du Tour aussi, Jacques Godet, qui accourt rapidement pour prendre des nouvelles, savoir comment va Bernard Hinault. Lui, il est en train de vérifier s'il n'a pas un bras ou une jambe cassée qui l'empêcherait de repartir, ou une clavicule. Et l'image est folle, c'est celle-ci, voilà, c'est celle de Bernard Hinault, le sang partout sur le visage, le maillot jaune qui se retrouve taché. Et il passe la ligne avec un autre vélo, très tranquillement, avec le sang qui coule de son nez et qui tombe sur son maillot, sur son cuissard. Voilà, finalement, le diagnostic, quelques heures plus tard, il est assez correct. C'est juste une fracture du nez, si on peut dire, entre guillemets. Face à la presse, du coup, Bernard Hinault, il ne laisse rien transparaître. Je crois qu'on a la déclat. C'est quelques heures plus tard à son hôtel. Il dit « Je vous le dis, ce n'est pas ce qui m'empêchera de dormir. Le vieux n'est pas mort. Il en faut plus pour l'abattre. » Voilà, donc c'est du Hinault dans le texte, bien sûr. On le refait pas. Le soir, donc, il accuse personne. Il parle juste d'une chute, voilà, dans un sprint, comme ça peut arriver. Mais bien des années plus tard, il expliquera qu'en fait, il a un coupable pour cette chute, qui est Phil Anderson, un des adversaires, justement, l'Australien dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui encore, dit-il, je suis persuadé que c'est un règlement de compte de l'Australien Phil Anderson. Pendant la course, j'avais fait en sorte que Greg LeMond assure sa 2e place en empêchant Anderson de le rejoindre. Et donc, sur le cours Foriel à Saint-Étienne, bim, le petit coup de coude d'Anderson. Je me méfiais pas et je tombe. Donc voilà, pauvre Bernard Hinault, on va dire, mais qui sur le moment n'avait rien dit. Tombe aussi dans ce sprint. Tout à fait. On oublie. C'est pour ça qu'avec Bernard Hinault, il faut toujours essayer de lire entre les lignes de ces déclats un peu forts, parce que mine de rien, ça c'est la version de Bernard Hinault, mais sur ce sprint, ils sont 4 à tomber, dont Anderson aussi. C'est vrai que c'est un de tes coureurs historiques préférés, Polo. Toi, tu m'en as beaucoup parlé de Bernard Hinault. Ouais, moi Bernard Hinault, j'adore. Et puis il y a tellement de dramaturgie autour de ce Tour 85 qui emmènera aussi la dramaturgie du Tour 86 dont Robin, je suppose, va nous parler plus tard. Mais ce qui était intéressant sur ce Tour, c'est que il était très fort sur la première semaine, très fort dans les Alpes aussi, avec Lucho Herrera notamment. Et c'est là qui fait le trou, en fait, qui va le sauver sur ce Tour 85, même si à partir de cette étape de Saint-Étienne, ça va être beaucoup plus compliqué, notamment avec un nez cassé. Du coup, je ne sais pas si tu l'as dit, fracture du haut du nez. Et puis après, il va choper une bronchite. Et là, je laisse la place à Robin pour raconter la fin de ce Tour avec l'épopée, enfin avec l'histoire, Greg LeMond. Oui, exactement, parce qu'on a un Bernard Hinault qui est touché physiquement, mais qui est encore plus frustré parce que voilà, il y a cette colère qui arrive en lui, donc le tout donne un espèce de volcan
qui s'appelle Bernard Hinault, quoi. Ouais, Le vrai. Et la fin de tour est très compliquée parce que la vérité, c'est que Bernard Hinault, il est diminué, même s'il ne veut pas le dire, avec cette chute, qui l'empêche de respirer très correctement au niveau du nez. Donc, quand même, quand on est coureur cycliste, c'est pas très très évident. Et puis, qui lui amène une bronchite quelques jours plus tard, t'en parlais, Polo, sûrement à cause du fait que son organisme doit déjà se battre pour contrer cette fracture du nez. Voilà, et il remonte sur le vélo, il est le visage complètement tuméfié, des cocards aux 2 yeux quasiment. Et voilà, et 3 jours après cette chute, c'est vers Lussardiden, il est dans les Pyrénées, donc il est en difficulté et il demande à ses coéquipiers carrément de ralentir dans le Tourmalet, l'avant-dernier col de la journée. Tout le monde s'en rend compte et dans le peloton, et Stephen Roche, qui est un des adversaires aussi de Bernard Hinault, décide du coup d'attaquer plus tôt que prévu pour mettre le bazar et pour essayer de renverser le maillot jaune. Bernard Hinault ne peut pas suivre et à Lussardiden, il concède 1 minute 13 sur Stephen Roche et sur Greg LeMond, qui lui, son coéquipier donc à la vie claire, a pu suivre Stephen Roche. Mais Greg LeMond, il a été loyal un peu forcé et contraint, parce que dès qu'il s'envole avec Stephen Roche, le directeur sportif de la Vie Claire, Paul Kochli, va le voir et lui dit: Greg, il faut pas rouler, il faut pas donner de relais à Stephen Roche, ni dans le Tourmalet, ni après dans les Ardiden. Donc l'Américain, il se plie aux consignes, il accepte ce qu'on lui dit. Par contre, à l'arrivée, il est très énervé parce que si Bernard Hinault, leader, perdait le maillot jaune, c'était Greg LeMond, deuxième, qui l'aurait récupéré. Et donc il dit à l'arrivée, Kochli, donc le directeur de la Vie Claire: je le maudis, il vient de me faire perdre le Tour de France le jour où j'étais en passe de le gagner. Donc voilà, très frustré, Greg LeMond, qui se rend compte que sûrement sur cette étape, en respectant les consignes, il vient de faire une croix sur ce qui aurait été son premier Tour de France. Donc finalement, le soir, Bernard Hinault discute avec Greg LeMond, revient sur cet épisode, lui dit: on n'attaque pas son maillot jaune. Bernard Tapie aussi va voir Greg LeMond et lui rappelle les consignes, c'est Bernard gagne en 85 et ton tour viendra en 86. Parce que c'est ce qui était prévu dans la tête de Bernard Tapie depuis le début de ce Tour de France. Finalement, jusqu'à l'arrivée, ça ira sans trop d'encombre. Les deux, Hinault et LeMond, ne sont pas les meilleurs amis du monde à ce moment-là pendant quelques jours jusqu'à Paris. Mais tout va bien pour Bernard Hinault sur les derniers jours. L'équipe titre le jour de la dernière arrivée en montagne au col d'Aubisque. L'équipe titre le lendemain. Hinault respire enfin. Il a encore des problèmes de nez, mais c'est bon. Ça ira, ça tiendra jusqu'à Paris. Et Hinault remporte son 5e Tour de France, celui qui le fait rentrer dans l'histoire. C'est vrai que Greg LeMond et Bernard Hinault, surtout Greg LeMond, il y a eu, du coup, ils sont énormément aidés. Mais Polo, on n'a pas forcément en souvenir ce Greg LeMond qui a aidé un Français. C'est bizarre, on se rappelle plus du Greg LeMond qui a enlevé un tour à Laurent Fignon. Bah, il a aidé. En pour 89. moi, c'est un bien grand mot. Et encore une fois, il faut essayer de lire entre les lignes, essayer de vraiment faire concorder plusieurs sources différentes, puisque dans cette montée de Lussardiden, Paul Kochli aurait dit à LeMond que Hinault était juste 40 secondes derrière. D'après LeMond, il était à plus de 3-4 minutes. Il perd une 13. Il perd qu'une 13 en haut. Et Bernard Hinault dit dans une interview au Parisien que lui, il était à 1 minute 30. Ouais. Bernard Hinault dit aussi qu'il était face à Stephen Roche et que d'après Greg LeMond lui disait: j'aurais pu l'attaquer, j'aurais pu rouler avec lui, j'aurais pu reprendre les maillots jaunes. D'après Bernard Hinault, c'est une excuse en fait que s'est trouvé Greg LeMond pour pas attaquer Stephen Roche, parce que Stephen Roche était plus fort que lui ce jour-là, sauf que LeMond dit pas la même chose. Donc franchement, il y a un côté un peu mystique, un énorme flou, comme cette époque sait le faire, puisqu'on n'a pas toutes les caméras d'aujourd'hui, on n'a pas toutes les communications oreillettes, on n'a pas les motos qui chopent toutes les discussions. Et on n'a pas surtout les écarts en temps réel finalement. C'est vrai qu'on raconte un peu l'histoire qu'on veut. Et même Bernard Hinault raconte Hinault est fort pour raconter. Eux les premiers. Hein. Hinault est très fort pour raconter. Pour créer sa propre légende. À sa manière, mais le fait est que ce jour-là, Greg LeMond et Stephen Roche étaient plus forts que lui, mais peut-être pas beaucoup plus forts. Et Greg LeMond a beaucoup joué sur ce Tour 1985. J'aurais dû le gagner si les managers de la Vie Claire ne m'avaient pas menti. Ce qui est un très très gros raccourci de l'histoire aussi pour LeMond. Il a vraiment eu des déclarations différentes en fonction des années là-dessus, Bernard Hinault. Oui, c'est incroyable. Sur les tours 85 et 86, pour savoir ce qui passait vraiment par la tête de Bernard Hinault, je crois que c'est impossible. Il n'y a que lui qui le sait, mais il a donné tellement de versions différentes qu'on ne saura jamais laquelle est la bonne. Il y a sûrement la bonne dans le tas, mais il faudrait savoir laquelle choisir. C'est comme sur le sprint de Saint-Etienne avec Phil Anderson, s'il a donné un coup. Bon, le fait est que Anderson tombe aussi. Oui, mais la vérité, c'est que je pense que Anderson se sacrifie pour faire tomber Hinault, parce qu'il sait qu'Anderson il a perdu le tour. Et voilà, il se dit perdu pour perdu.
perdu, autant que essayer de le faire perdre à Hinault. Mais sur ces années 85-86, oui, c'est en effet incroyable dans l'histoire de le Tour 85 pour Hinault, le Tour 86 pour Lehmann. Et j'avais été marqué par un entretien que j'ai pas réussi à retrouver. Il me semble que c'était avec Philippe Brunel. En préparant l'émission, j'ai pas réussi à retrouver exactement le passage, mais où il racontait, en gros, si je chute pas à Saint-Etienne et si j'ai pas cette fracture du nez, je n'ai pas besoin de l'aide de Greg LeMond pour gagner ce Tour de France. Sous-entendu, j'aurais suivi Stephen Roche et il n'y aurait pas du tout eu cet imbroglio autour de Luzardinen, autour de Greg LeMond et autour des C'est consignes. possible. La vérité, on la connaît pas. On ne sait pas à quel point Hinault était handicapé par cette fracture au nez, par cette bronchite, par le lien entre cette bronchite et cette fracture au nez. S'il aurait été assez fort dans tous les cas pour suivre, le niveau de Lehmann, c'est pareil, c'est un gros point d'interrogation. Est-ce qu'il avait vraiment le niveau pour gagner le Tour? Bernard Hinault assure à tout le monde que non, en 85, c'est ça, c'est ce c'était qu'il dit, Hinault le meilleur. Mm. Et que par contre, Lehmann était meilleur en 86. Donc qu'est-ce qui est vrai là-dedans? C'est très très compliqué de savoir. Pareil, et ça engendrera en fait tout le mystère, comme tu dis Paul, autour du Tour 86, où Hinault assure rouler pour Lehmann. Parce que c'est ce qui Il est lui a pas fait convenu de cadeau. et qui lui fait exactement aucun cadeau. Il a, perd il a- super il a bannière. couru ce tour pour le gagner, Hinault. Il Et prend ap- le maillot jaune. Et voilà, encore une fois, en racontant Plusieurs son minutes histoire et en racontant l'histoire avec Bernard Tapie, cette arrivée à l'Alpe d'Huez un peu mythique, il a encore le bon rôle, Bernard Hinault, alors qu'il avait promis à Greg LeMond de l'aider sur ce Tour 86 et il lui a fait une misère pas possible du début, mais ça allait même jusqu'au trash talking dans l'équipe. C'est assez fou. Et du l'image coup, avec les deux en 86. Et du coup, j'en oublie ce que je voulais dire sur cette fin de Tour 86. Greg LeMond, alors attends. Bah non, je sais plus. T'es perdu. Vas-y, sur Tour 86, j'avais une bonne anecdote sur le Tour Non, 85. si, je crois que tu me l'as raconté après, c'est Dis-moi. que Bernard Hinault dit voilà, je vais travailler pour toi, mais qu'il attaque le lendemain en gros et qu'il va lui-même le chercher et qu'il joue pour sa gueule. Ouais, mais voilà, mais ça, de toute façon, c'était le Bernard Hinault qui est le grand champion qu'on connaît. C'était un euphémisme de croire qu'il allait laisser un Tour de France. Il ne laissait pas un tour. Bah voilà, il ne laissait pas un Tour de France. Il était parti dans Et des il a échappées. dit s'il veut gagner le Tour 86, il faudra quand même qu'il aille le chercher. Exactement. Je vais pas lui Et donner. c'était toute l'ambiguïté de ce tour, c'est qu'Hinault est allé dans des échappées où il donnait des vrais relais et il vissait sérieusement dans les échappées. Et ensuite, il prend le maillot avec plusieurs minutes d'avance. Et là, Lehmann se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il va aller gagner le tour, il m'a eu. Et finalement, Hinault cédera sans qu'on sache vraiment si c'était parce qu'il n'avait pas les jambes ou si c'est parce qu'il a voulu rendre le maillot à Lehmann. Et on peut quand même penser que c'est parce qu'il n'avait pas les jambes et que Et c'était puis pas. lui, il ira jamais dire la vérité. Voilà. Et il dira cette fameuse théorie que t'avances Polo. Mais oui, mais j'ai fait exprès. Je voulais que Greg vienne chercher ce Tour de France. J'allais pas lui servir sur un plateau. Avec l'Alpe d'Huez, bien sûr, en point d'orgue de ce Tour 86, où les deux arrivent ensemble sur les consignes, encore une fois, de Bernard Tapie, qui veut voir ces deux leaders arriver main dans la main quasiment à l'Alpe d'Huez, et où Greg LeMond dira bien des années plus tard et à beaucoup de monde qu'il aurait pu lâcher Bernard Hinault sur cette ascension. Donc voilà, Polo, tu n'as pas retrouvé ta petite anecdote. Si, c'était pour dire que Greg LeMond, mine de rien, il pensait pouvoir gagner le Tour. Mais non, mais en fait, je l'ai plus du tout. C'est fou. Hein. Je sais que Voilà, c'est un rapport mais- avec Greg LeMond. Je sais que c'est un rapport avec le fait qu'il pensait gagner le Tour, alors que moi, je pense que finalement non sur ce Tour 85. J'avais une déclat en tête. Je ne l'ai plus. Elle te J'aurais dû la reviendra, ne noter. t'inquiète pas. J'aurais dû la noter Tu la hier soir. livreras sur les réseaux sociaux plus tard. L'histoire est celle-ci. Hinault a gagné son 5e tour avant que le règne de LeMond démarre. Exactement. Exactement. Demain, on sera le 14 juillet, Robin. De qui vas-tu parler? De quel Français qui a été double vainqueur? On parlera de D'étape. Laurent Jalabert, qui a gagné 2 fois en 14 juillet, une fois en 95, une fois en 2001. S'il peut y avoir un petit vainqueur français sur un 14 juillet, Polo, on dit jamais non, évidemment. Ouais, et puis il y a le profil pour, en tout cas. Ouais, Avec exactement. des arrivées pour des gens qui connaissent très bien la région, notamment. On verra. Exactement. 1985, Le Monde était-il plus fort que Hinault? Dites-le dans les commentaires YouTube, dans les commentaires, même sur le chat. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Quant à nous, on passe au quiz pour terminer l'émission. C'est parti. Ce quiz commence comme d'habitude avec 3 qui est. Donc hier, Polo a-t-il eu réellement le point de journaux? Bien sûr qu'il l'a Oui, eu. il a, Pourquoi il y a je pas de lui ai- temps je lui ai demandé, il a accepté. Oui, de Très bien. manière Mais ça, très- c'est du bon équipe, Jean-Noël Polo. jouait pour Bravo. Polo, voilà. Ouais. Bravo, Polo. C'était ce qui a été dit au début du quiz et c'est ce qui a été confirmé à la fin par Robin, c'est très sport. Et j'imagine, Polo, que si un jour tu rendras l'appareil à Jean-No ou pas? Non, absolument pas. Polo Hino. C'est le Polo Polo Hino. Polo Hino, à la Valco. Exactement. Premier qui est, on peut y aller. Donc ça fait 3-3. Égalité presque parfaite. Exactement. Indurain, Non. Delgado. Ouais. Pedro Delgado. Ça va vite. Hein. Félicitations. Le temps que avec- je lise Reynolds, que je réfléchisse. Ah, exactement. C'est vrai que sur ces périodes-là, Robin, à force de faire Ouais. des chroniques du vélo, Ouais, Reynolds, Rétro, avec Duran, il a pas eu le maillot jaune avec Reynolds, si. T'as raison, c'était Banesto. Ouais. voilà. Alors que Saturne s'est posé Musseux. sur. Comment? Musée, Non. Van Petegem. Non. Euh,
Putain, les gants. Non, Ouais. rien là. Hein. Il y a peut-être Il y a un indice quand même. Max- Il a gagné par Héroux. Magnus Backstedt. Voilà, exactement. Vainqueur de Paris-Roubaix 2004. Ouais, je c'est crois. ça, c'est ça. 2004. Mais il manquait juste le dernier Oui, chiffre oui. de l'année. Du coup, fallait le deviner. Je sais T'as fait aussi exprès que tu es un grand fan de Paris-Roubaix, donc si je te file cet indice-là, ça ne sert à rien. Pour Robin, c'est du tout cuit. Exactement, j'avais filé trois numéros de la date, c'est c'est quand même pas mal. Merci. Exactement. Donc on peut y aller pour le dernier qui est, ça fait 2-0 pour Robin. Machka. Non, Oh, ça, c'est quelle course ça c'est un coureur qui est là depuis énormément d'années, comme peut l'être Maïka. Benati. hein. Non, ce n'est pas Benati. Hmm. Coureur pays de l'Est. Smith. Non. Smith. Pas Sylvester Schmidt. Kreuziger. Kreuziger, Polo, bravo. Oh, bien joué. Roman Kreuziger. Bravo, ça C'était fait 2-1. Mon coureur préféré de mon adolescence en J'ai plus. jamais bien kiffé Kreuziger. Ouais, bah, tu lui as pas. Non, bah, je l'ai pas reconnu. Là, tu lui as pas fait honneur. Non, pas du tout. On y va, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Énumération. Oui. Énumération, vous allez devoir citer le plus d'équipes victorieuses du Tour de France De quelle année? depuis le début. Mais qui ont gagné le général ou Qui ont gagné le classement général, par exemple, Lucien Aymar a gagné avec Ford. D'accord, ok. Donc Ford a gagné le Tour de France. Ok. Faut-il rappeler que quand un sponsor met son argent, il gagne aussi le Tour de France Ok, ok. avec le coureur. Donc, Polo, tu peux y aller. 2-1 pour Robin. Ah, j'hésite. Sky. Sky, c'est bon. Astana. C'est bon. US Postal. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça compte. C'est bon. T-Mobile. T-Mobile, c'est bon. Je réfléchis vite fait. Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, c'est bon. Oscar Perrault, 2006. Mercaton Uno. Mercaton, c'est bon. CSC avec Sastré. C'est bon. Bien joué. BMC avec Evans. BMC avec Evan, c'est bon. Si par hasard vous avez le vainqueur avec, n'hésitez pas, ça me permet de situer l'année pour pouvoir vérifier. Banesto, j'allais le dire. La Faut Banesto, pas regarder le quiz. Hein. Ouais. Le chat, pardon. La vie claire. la vie claire, c'est bon. Il peut y avoir des indices sur le plateau, c'est pas faux. Ouais. La Team Saxo, je sais pas comment elle s'appelait à l'époque, mais avec Andy Schleck. Ouais, mais... Saxo Bank avec Andy Schleck ouais, en 2010. attention, hein, parce que c'est Bah là, le CSC, hein. Team Saxo, c'est bon. Ok. Movistar, Renault, si tu me dis Renault, Movistar, Renault, et voilà. Non, allez. Bah, Renault, par exemple, c'est déjà un peu plus compliqué. Parce qu'il y a ouais, Renault Gitane, c'est bon. Oui, bien sûr. Ils ont gagné 5. Il y a Hidou, Ah, il y je a rigole. Fignon. Je plaisante. Qu'est-ce qu'on a Renault Gitane, c'était avec Bernard Hinault, du Ouais. coup. Et aussi avec la Vicar. Du coup, Famea, du coup, l'équipe de Faema. Famea. Je suis fatigué aujourd'hui. Hein. Molteni. Molteni, alors si tu peux me dire l'année. C'est Merck, c'est 74. Exactement. 71, 72 notamment. L'équipe de France. Il est Bien bon, joué. Polo, bravo. Saint-Raphaël. Avec Saint-Raphaël, c'est bon, avec Jacques Anquetil, ouais. Est-ce que la Carrera, je me pose la question depuis tout à l'heure, j'hésite. Ouais, bon, je le tente parce que j'ai été aidé par. Eh ben, tu as raison de le tenter par un parce que certain membre du Stephen Roche a gagné avec la Carrera en 87. J'hésitais sur Roy, j'étais pas sûr. Ouais, les gars, il y a du niveau là, il y a du niveau. Robin m'a donné le point. faut vraiment savoir Nord-Est faire ça. centre avec Valkoviak en 56. Ah oui, pas bête. Alors là, j'avoue que il commence à y en avoir de moins en moins. En vrai, ça peut durer encore, hein, cette histoire. Bien sûr que ça peut durer encore. Je vais tenter Festina. J'hésite. Eh bien, la Festina n'a jamais gagné. Oh non. N'a jamais gagné le Tour de France. Polo, l'Italie. L'équipe d'Italie. Après, Ouais, évidemment, Italie. voilà. Alors, il y avait Reynolds aussi avec Delgado, même si c'est pas complètement Il Banesco. y en avait encore, il y en avait un Ouais. certain nombre. Mercaton Uno, vous l'avez dit, Marco Pantani, Il y avait ADR, Flandria Reynolds, avec, Van Impe. Delgado. Pardon. Flandria avec Van Impe en 76. Donc voilà, il y en Peugeot. avait, Peugeot, t'es il y venu. en avait encore un certain nombre. Ça fait 3-1. Mais oui, c'est Qatar. Ça fait 3-1 pour Robin. Donc, dernier qui est, bien évidemment, qui nous a été envoyé par Paul Louis, qui m'a envoyé. Paul Louis.
Oui, Paul Louis s'appelle le mec. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça, je lui avais donné ton mail pour qu'il t'envoie. Exactement, tu avais balancé mon mail sur le domaine public. Je rigole, le mec, j'ai reçu un mail, je vous rassure, j'ai pas été T'as pas été spammé. j'ai pas été spammé. Merci Paul Louis, donc voilà, je vais dire ton qui suis-je. Qui vaut double. Évidemment, Triple, qui pardon, vaut triple. 3 points, parce qu'il y a 3. Je suis né en 1979. Et je commence ma carrière professionnelle en tant que stagiaire chez MaPay avant de signer définitivement avec cette équipe en 2001. Né en 79, début pro en 2001. J'ai évolué successivement dans ma carrière. Petaki. Pas Petaki. Quickstep, T-Mobile, HTC Columbia, Savoldelli. non. Sky, Heysel. non. Tinkoff Saxo. Attends, refais vite fait. Quickstep, Ouais. T-Mobile, HTC Columbia, Sky, Saxo Tinkoff. Ouais, je suis loin. Je gagne Tour d'Anhunter 2002, Tour d'Allemagne 2003, Alan Tour de Davis. Californie 2010, ce Alan n'est pas lui. Machantini. Non. Je remporte ma seule victoire sur le Tour de France en 2014, 16e étape. Je fausse compagnie à mes compagnons d'échappée à Bagnères de Luchon. Ah, Non. 2014. J'ai gagné aussi Après, deux étapes après Sky, c'est sur le c'est quoi- Giro. C'est quoi l'équipe après La Sky Saxo. Quickstep, T-Mobile, HTC Columbia, Sky, Saxo Tinkoff. Putain, il y a plein d'indices, c'est quoi Et il a Non, pas Tira. un gros point commun Putain. avec un de ceux qu'on a cités dans le qui est. Oh, d'accord. Excellent rouleur. Profil, les gars, profil. Michael Rogers. Michael Rogers. Putain, mais j'étais sur un italien, Kata. Fouzi l'avait trouvé, Stool l'avait trouvé, Fire Sky l'avait trouvé. C'est vrai, il y en a beaucoup qui l'avaient Les trouvé. indices, c'était gros, toutes les équipes. Ouais. Mais j'étais sur un italien, en fait, j'ai pas réussi à me sortir de ça. Il a signé à la MaPay, il a commencé là-bas. Donc voilà, ça Je m'en peut, sors pas aujourd'hui. Donc voilà, Michael Rogers ramène le chier. quiz, ce qui fait que Robin mène 4-3 désormais. Donc Ouais. voilà, bravo, Yes. bravo Robin. Les gars, évidemment qu'on se retrouve demain, live. On sera avec Robin. Polo, toi, tu vas filer là. Et ben demain, oui, demain je suis sur le Tour de France. Je passe la journée sur l'étape entre Saint-Etienne et Brioude. J'espère avoir une belle étape. J'espère déjà pouvoir bien la suivre parce que quand on est sur le Tour, c'est pas toujours facile de suivre l'étape. Mais en tout cas, ça va être une journée bien cool. C'est mon cadeau d'anniversaire, donc j'ai hâte. Offert par Erwan et Thomas. Oui, offert par Erwan et Thomas, qu'on salue. Hein. Et, Pas mal les potes, hein. Ouais, c'est des, Ça va. Hein. c'est des copains très gentils. Et, du coup, ouais, j'ai hâte. Et je rate l'émission de demain, hélas, mais je vous laisse entre de très bonnes mains, les mains de Chronique de vélo. Et je rate également l'émission de lundi matin parce que je ne serai pas encore rentré. Du coup, Jean-Noël Cossil sera de retour avec nous. Vous l'avez adoré sur l'émission d'hier. Il revient demain. Jean-Noël Après, Cossil est un homme de la chronique du vélo. Oui, demain on retrouvera Théo Soroche pour ceux qui sont des fidèles de la chronique du vélo, l'ont peut-être lu régulièrement sur notre site. Donc on va découvrir comme vous, les amis. Voilà, donc rendez-vous demain pour un nouveau live et une nouvelle émission de Roue Libre. À demain les rouleurs. Salut les Ciao. gars. Salut.